Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, nous sommes lundi 7 décembre. Ravi de vous retrouver. Bien. Récemment, dans un entretien accordé ce vendredi dernier à Brut, Emmanuel Macron a lancé un appel à contribution pour constituer d'ici le mois de mars un répertoire de personnalités historiques noires ou arabes. Voilà. Il s'agirait d'y puiser des noms pour rebaptiser certaines rues ou dresser de nouvelles statues. Voilà. Parce qu'il nous dit, il y a toute une part de notre histoire collective qui n'est pas représentée, il y a toute une part de notre histoire qui parle à notre jeunesse qui est noire, venant d'Afrique, ou ultramarine, ou maghrébine, et qui a ses héros. Macron nous dit, ce que je voudrais, c'est que justement les historiens et ceux qui se retrouvent dans ces histoires fragmentées puissent les choisir. J'aimerais qu'il y ait une forme d'appel à la contribution collective et qu'on ait 300 à 500 noms et que l'on ait ce catalogue d'ici mars et de ces noms, on en fasse des statuts. Notre histoire est la conjugaison de toutes ces histoires. Certes, mais franchement, j'attends de voir les noms qui vont sortir de ces personnes célèbres provenant de l'immigration. Qu'il y en ait quelques-unes, peut-être, mais par rapport à Gambetta, Félix Faure, Carnot, voilà. Enfin bon, c'est encore une histoire de faire donner un petit coup de barre de nouveau à gauche, vous voyez. Il était un petit peu à droite, il voulait ratisser à droite avec la loi sur le séparatisme islamique, etc., etc. Et maintenant, un petit coup à gauche et sur l'immigration pour ratisser beaucoup plus large. D'ailleurs, vous voyez, Darmanin prend un petit peu plus de sécurité, il a plus d'assurance, et donc il se la joue le nouveau Sarko, vous voyez. Et vas-y, je te fais des annonces. Bon, il y a beaucoup de paroles, et il y a peu d'actes, mais bon. Et pour éviter qu'éventuellement, ils prennent l'idée à M. Darmanin de se présenter en représentant de nouveau les LR, pourquoi pas, on lui envoie un petit coup dans les dents. Je vous explique. Rappelez-vous cette vidéo, il y a une dizaine de jours, un joli coup réalisé par le média en ligne Loopsider, dans la vidéo sur l'affaire du producteur Michel Zegler molesté par 3 policiers, a atteint 12 millions de vues en moins d'une semaine. Alors effectivement, il y a peut-être un comportement des policiers qui semble inapproprié, et comme je l'ai dit, on n'a toujours pas les tenants, les aboutissants, et effectivement, d'avoir une personne qui est dans une rue, s'enfuit sur quelques mètres avec une sacoche pour vite s'engouffrer dans une allée, on peut se dire, cette personne a peut-être quelque chose de louche à se reprocher. Bon. Mais en fin de compte, cette affaire tombe très bien. Effectivement, cette vidéo est présentée par David Perrotin, a été mise en ligne 2 jours avant la manifestation du samedi 28 novembre qui s'opposait à l'article 24 de la loi de la sécurité globale, portée évidemment par Gérald Darmanin. Et donc, on voulait surtout dénoncer les supposées violences policières. Et comme par hasard, on a une jolie vidéo à proposer 2 jours avant pour bien booster les gens. Hein. Voilà. Alors, ce monsieur David Perrotin est un ancien du JDD, de rue 89, de BuzzFeed France, voilà, qui a fait profession de gauchisme en toutes circonstances. L'idéologie du journaliste est importée des États-Unis. Il cherche absolument son George Floyd et en même temps, c'est l'éthique, si vous voulez, de l'employeur de ce monsieur, donc Loopsider. Alors, Loopsider a été fondé en 2018 par Guy-Sepp de Martino, un ancien directeur général de Dailymotion, Johan Hufnagel, ex-directeur des rédactions de Libération et cofondateur de Slate France. Et c'est un monsieur qui avait dit « Je préfère à compétence équivalente prendre un noir ou une arabe ». Voilà. Ils sont associés à monsieur Arnaud Maillard, ancien patron du numérique chez Discovery Eurosport. L'entreprise, écoutez-moi bien, est appuyée sur des actionnaires historiques, Franck Papazian, président de Media School, et le banquier d'affaires Bernard Mourad,
qui est à la fois un collaborateur de Patrick Drahi et un ami intime d'Emmanuel Macron. C'est lui qui s'est occupé, si vous voulez, des aspects financiers de la campagne de 2017. Voilà. Le groupe Media School, CB News Stratégie, est entré au capital à hauteur de 8% à la faveur d'une levée de fonds de 3 millions d'euros début 2019. Ce jeune média vidéo compte 70 000 suiveurs sur Twitter, 1,6 sur Facebook et 385 000 sur Instagram. Donc il emploie une trentaine de personnes, dont la moitié sont journalistes et 6 sont des data scientists, des spécialistes des données qui travaillent en appui de la rédaction. Donc, l'Oopsider prétend parler de questions environnementales, sociétales et de santé à destination des millénials. Mais donc, tout ce beau monde est constitué d'employés et d'imitateurs des médias américains de gauche, Slate, BuzzFeed, qui luttent sur les fronts conjugués de l'indigénisme, l'antiracisme, l'idéologie du genre, de l'écologisme. Tout ce qui peut rassembler les causes des soi-disant dominés. Il faut convaincre les Français que leur police est répressive et particulièrement à l'endroit des minorités. Voilà, c'est le but principal de l'extrême gauche qui a trouvé de nouveaux relais donc dans les médias en ligne et notamment en vidéo. Et c'est précieux pour raconter une histoire simple et choquante appuyée sur des images vraies. Voilà. Donc idem pour la société Combini aussi. Voilà, c'est une niche juteuse qui joint, si vous voulez, au business, les bons sentiments. Je te passe de la pub, etc., etc. Et en même temps, quand ça fait 12 millions de vues sur Internet, il y a une bonne retombée pour montrer un noir qui se fait tabasser par la police. Voilà. Alors, que nous a raconté deux, trois bricoles sur le ski, notre ami Macron. Alors, Macron interdit, voilà, s'il y a des pays qui maintiennent des stations de ski ouvertes, il y aura des contrôles pour dissuader les Français. Voilà. Moi, je croyais que le projet de la communauté européenne était justement la liberté de circulation des hommes et des biens. C'est pour ça qu'on nous vantait des listes européennes, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune politique européenne complète. Certains ont des stations de ski ouvertes, il y a une libre circulation pour certains, il n'y en a pas pour d'autres. Et puis on nous a bien dit, si jamais des Français vont à l'étranger, quand ils vont revenir, il y aura une espèce de quarantaine de 7 jours. Voilà. Mais expliquez-moi là, je pense à tous les frontaliers, les gens de Haute-Savoie qui vont travailler en Suisse, les frontaliers alsaciens qui vont travailler en Suisse et en Allemagne. Eux, quand ils reviennent le soir à 18h du boulot, on va les mettre en quarantaine? Expliquez-moi. Vous allez en Suisse pour travailler dans une usine ou dans un bureau, dans une administration ou dans un commerce. Vous pouvez choper le Covid. Par contre, si vous allez en Suisse pour faire du ski, là aussi vous allez choper le Covid. Donc pour aller bosser, vous avez le droit d'aller choper le Covid sans quarantaine, mais si vous allez faire du ski, là on vous mettra en quarantaine. C'est complètement absurde. Il y a des milliers et des milliers de personnes frontaliers qui vont travailler en Suisse et en Allemagne. Voilà. Donc, pour quelques centaines de personnes qui auront les moyens, quelques milliers, mais vraiment petits milliers, qui auront les moyens d'improviser en une semaine des vacances au ski en Suisse, franchement, est-ce que ça va faire monter la contamination? Enfin bon. Alors, je voudrais revenir sur Monsieur Vaccin. On a vu la conférence de presse de Castex. Alors, le Castex, c'est le Napoléon de la campagne de vaccination qui vient d'annoncer son plan de bataille. 1 million d'injections sur janvier, deuxième salle en février avec 14 millions de sujets à risque mis hors d'état de mourir. Et au printemps, les stockades finales pour toute la population, les chats, les chiens, les poissons rouges, quelques Belges, tant qu'on y est. Voilà. Je salue mes amis belges. Et puis,
en fin de compte, donc Castex, que le stratège de la seringue, assiste impuissant au discours, mais quasi complotiste, d'Alain Fischer, professeur d'immunologie, chercheur en biologie, bombardé M. Vaccin la veille. Et cet homme qui prend la parole après Castex, donc supposé de toute confiance pour le gouvernement, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour l'instant, nous ne disposons que des communiqués de presse de la part des industriels. Nous attendons avec impatience des publications scientifiques, annonce-t-il. Je pense que Jean Castex, sous son masque, a dû s'étouffer. Hein. Donc, il faut quand même penser que les industriels, la Big Pharma, ce sont des chercheurs, hein, mais surtout des chercheurs en bénéfice. Hein. Et donc, que nous dit encore ce monsieur vaccination? Le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois. Donc c'est encore bref, même si c'est très significatif. Vous voyez? Donc personne n'ose arrêter M. Vaccin, mais il est en train de décourager les Français. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les données ne sont pas encore complètes non plus pour savoir à quel point ces vaccins sont efficaces sur les personnes les plus à risque. Et il continue. Enfin, un dernier point qui est critique, dont la solution prendra du temps, c'est de savoir si le vaccin, d'une part, protège l'individu vacciné contre l'infection, ben, espérons-le hein, quand même, contre l'infection grave, mais aussi protège contre la transmission. Ben voilà. Hein. Donc, on nous annonce quand même, tout doucement, que c'est un vaccin qui est demandé, imploré depuis des mois, qu'on achète par camion et qui pourrait peut-être être tout à fait inopérant dans la transmission du virus, et peut-être inopérant dans la guérison, parce que son action, si vraiment son action est bénéfique, pourrait tenir 2 mois, 3 mois, mais pas plus. Donc il faudrait se faire vacciner plusieurs fois dans l'année. Voilà. Pourtant, le professeur Alain Fischer avait été choisi, entre autres critères, pour avoir recommandé à Agnès Buzyn d'augmenter le nombre des vaccins pour les enfants en 2018. Hein. Donc ça ne peut rien y comprendre, parce que c'est quand même un monsieur qui est pro-vaccin, mais il a quand même eu cette personne un accès de bon sens ou de sincérité, et il nous a donc expliqué tout ce qu'il fallait redouter dans ces nouveaux vaccins. Bien, donc maintenant on va parler de ce qui est arrivé à monsieur Christian Perronne. Je reviens dans 15 secondes. À tout de suite, merci, ne quittez pas. Me revoilà. Donc, pour le professeur Perronne, on veut le punir et le censurer. Il a reçu un mail et il y aurait une procédure de retrait d'agrément, de formation, et on veut aussi le radier de sa position de chef de service. Voilà, hein. Donc, il y a un acharnement. Bien entendu, c'est au nom d'intérêts financiers, les censeurs veulent faire taire toutes les boîtes différentes, différentes du discours officiel des oligarques et des pseudo-scientifiques payés par les laboratoires. Alors, avant de venir d'arriver au centre du dossier Perronne, je voudrais quand même rappeler quelque chose. Les labos ont quand même avoué les limites de leur vaccin. C'est-à-dire, Dr Sandra Frihofer a déclaré que les vaccins de Covid-19 de Pfizer et Moderna nécessitent 2 doses, et elle se demande si ces patients reviendront pour une 2e dose en raison d'effets secondaires potentiellement désagréables après le premier vaccin. Les 2 sociétés ont reconnu que leurs vaccins pouvaient induire des effets secondaires similaires aux symptômes associés au Covid-19, non graves tels que douleurs musculaires, frissons, maux de tête et forte fièvre. Et le 3e, AstraZeneca, avoue que son vaccin n'a été efficace que pour les moins de 55 ans. Voilà, donc je veux dire, déjà, ce n'est pas un vaccin où vous allez aller vous vacciner, et puis après, vous partez au boulot. Hein. Ça va vous secouer pendant 2 jours, hein, comme une bonne petite grippe. Quand on parle de vacciner les personnels de santé, il faut peut-être prévoir à les remplacer. Parce qu'une infirmière à qui vous allez faire des injections de ce vaccin, elle ne va pas être bien, elle ne sera pas capable d'assurer son service. Donc, il faut déjà prévoir une rotation de personnel. Les soignants vaccinés, eh ben, faudra les mettre au repos de 3 jours. Et ça, c'est pas prévu. Hein, d'accord? On vous fait une piqûre dans le cul, et puis après, vous allez gratter pendant 8 heures ou 10 heures
En service d'urgence, mais oui, bien sûr. Hein? Bon. Évidemment, avec Pfizer, il faut des congélateurs à moins 70 degrés qui sont déjà fabriqués depuis quelques mois. Donc, je ne sais pas comment le fabricant de chambres froides à moins 70 degrés savait qu'à l'avance, Pfizer allait faire un vaccin qu'il faudrait conserver à moins 70 degrés. Donc, ça oblige à vacciner les personnes, si vous voulez, dans des gymnases, hein, dans des centres vraiment qui va recevoir des personnes en nombre. Et puis, pour Moderna, je crois qu'on est à moins 20, hein, donc à la rigueur, ça peut être, on peut faire le vaccin chez un médecin qui aura conservé le vaccin dans un congélateur dans son cabinet. Hein. Mais enfin, il faut maintenir la chaîne de froid jusqu'aux pharmacies. Hein. Donc toujours 2 injections séparées de 4 semaines. Et celui de Moderna pourrait être stocké décongelé dans un réfrigérateur entre 2 et 8 degrés pendant 30 jours. Voilà. Mais on ignore encore la durée de protection conférée par le vaccin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais pour les deux, il y a quand même des gros effets, des effets secondaires colossaux. Hein. Voilà. Donc les médecins, même aux États-Unis, alertent sur les effets secondaires. Et ils demandent donc que les responsables de la santé publique et les fabricants de médicaments avertissent le public afin qu'ils sachent à quoi s'entendre et craignent pas une deuxième dose. Hein. Voilà. Ils ont tous peur. Hein. Les patients reviendront-ils pour la deuxième dose de vaccin s'ils observent des effets secondaires difficiles? Dans tous les cas, nous devons vraiment sensibiliser au fait qu'il ne s'agira pas d'une promenade au parc, a déclaré donc la docteure Sandra Friofer sur la chaîne américaine CNBS. Voilà. Donc, tous les gens qui ont fait des essais, fièvre élevée, courbature, maux de tête, épuisement et d'autres symptômes désagréables. Donc, je vous disais, le pauvre professeur Perron, on va lui enlever ses titres, la possibilité d'enseigner. Voilà. Il semblerait que la plainte, on essaie de vous faire passer ça, soi-disant, que le professeur Christian Perron aurait tenu des propos non confraternels envers un jeune médecin en formation qui pourrait être considéré comme une incitation à la haine et se sont traduits effectivement par des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Mais on ne vous marque pas en pièces jointes vraiment les propos qui sont reprochés. Le jeune médecin en question serait M. Nathan Pfeiffer Smadja, qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui est un opposant déclaré au professeur Raoult et au traitement en phase précoce pratiqué par un nombre croissant de médecins pour les personnes qui cherchent vraiment à soigner leurs patients, qui cherchent avec la chloroquine, l'azithromycine, enfin voilà, qui cherchent à sortir un petit peu de la doctrine officielle. Ce jeune médecin, donc Nathan Pfeiffer Smadja, est l'élève du professeur Yazdan Pana, ancien membre du board de Gilead. D'accord? Et maintenant, ce monsieur Yazdan Pana est membre du conseil scientifique de l'Élysée. Donc, vous voyez, il sort de chez Gilead. Vous ne croyez pas qu'il va dire que Gilead, c'est de la merde et que la chloroquine à 5 €, c'est meilleur. Hein? Donc, évidemment, ce jeune blanc-bec, Nathan Pfeiffer, et donc son mentor, ont vanté les mérites du Remdesivir pendant des mois et des mois et des mois. Je rappelle que le Remdesivir, après que l'Union européenne en a acheté pour 1 milliard, on vient d'apprendre qu'il ne faut surtout pas l'utiliser parce que c'est nocif pour les reins. Voilà. Donc ce monsieur Pfeiffer Smadja a quand même continué à encourager le recrutement de patients dans l'étude de ce médicament, alors que même l'OMS avait déjà déclaré que le Remdesivir n'avait pas d'efficacité et était toxique. Je me répète. De nombreuses questions se posent quant aux motivations de M. Pfeiffer Smadja et les éventuels liens au conflit d'intérêts qu'il pourrait y avoir dans cette controverse et qui le conduirait à un tel dénigrement bien peu confraternel de professeurs au pédigré autrement plus établi que le sien. Donc c'est un jeune blanc-bec qui n'a pratiquement pas de titre et qui essaye de se placer et qui, à mon avis, doit être un petit peu poussé par le laboratoire Gilead pour se taper Raoult et le professeur Perron qui osent dire des choses complètement différentes. Alors, je vais vous lire l'intégralité de la lettre du professeur Perron et vous verrez que
Elle résume bien, avec sagesse, calme, élégance, ce qui se passe en France. C'est tout. C'est un très bon résumé de 2 pages. Je vais vous la lire et vous allez comprendre. Vous pouvez la trouver sur Internet, mais pour moi, c'est du bon sens. Que nous dit-il? J'ouvre les guillemets. Chers amis, la France, qui vit un cauchemar depuis des mois, se réveille. Dans beaucoup de villes de notre beau pays, le peuple est en marche pour retrouver sa liberté, pour exiger le retour de la démocratie. En tant que médecin spécialiste des maladies infectieuses et ayant été président de nombreuses instances ou conseils de santé publique, y compris sur les vaccins, je mesure chaque jour les incertitudes générant la peur et le désarroi croissant de nos concitoyens. Je prends le risque d'être à nouveau qualifié de complotiste ou mieux de rassuriste, terme désignant ceux qui critiquent ou challenge la pensée unique. Je finis par être fier de ces appellations. Mes propos expriment la vérité, n'ayant jamais changé depuis le début de l'épidémie. Je considère donc qu'il est de ma responsabilité de m'exprimer à nouveau ce jour sur l'ensemble du volet médical de la Covid-19 et en particulier sur le sujet vaccinal. Désormais, l'élément central et quasiment unique de la politique de santé de l'État. Oui, effectivement, on ne soigne pas, on vaccine. Donc, beaucoup de Français ont été hypnotisés par la politique de la peur. Depuis septembre 2020, on nous avait annoncé une deuxième vague terrible de l'épidémie, pire que la première. Le ministre de la Santé, le docteur Olivier Véran, le président du conseil scientifique de l'Élysée, le président Jean-François Delfraissy, le directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon. L'Institut Pasteur également nous annonçait des chiffres catastrophiques avec une augmentation exponentielle du nombre de morts. Les hôpitaux devaient être saturés et débordés. Même le président de la République, lors d'une allocation télévisée récente, annonçait le reconfinement, nous avait prédit pas moins de 400 000 morts, renchérissant sur les 200 000 morts estimés peu de temps auparavant par le professeur Arnaud Fontanet de Pasteur. Rappelez-vous, rappelez-vous. Il nous continue. Ces chiffres irréalistes n'avaient qu'un but, entretenir la peur pour nous faire rester confinés, sagement masqués. Pourtant, l'usage généralisé des masques en population générale n'a aucun intérêt démontré scientifiquement pour enrayer l'épidémie de SARS-CoV-2. L'utilisation des masques devrait être ciblée pour les malades, leur entourage, surtout les personnes à risque, et les soignants au contact. Et surtout avec des vrais masques, des bons masques, c'est-à-dire des FFP2, et non pas les cochonneries qu'on utilise. Or, l'épidémie régresse et n'a entraîné aucune apocalypse. La dynamique de la courbe montrait depuis des semaines le profil d'un rebond épidémique saisonnier qui s'observe avec certains virus. Et une fois la vague épidémique est terminée. Cela témoigne de l'adaptation du virus à l'homme et aussi le reflet de l'immunité collective qui progresse dans la population et qui nous protège naturellement. Les souches de ce virus qui circulent actuellement ont perdu de leur virulence. Les autorités ne pourront pas dire que c'est grâce au confinement, car la tendance à la baisse avait commencé avant même la mise en place de ce confinement. La régression de l'épidémie avait même commencé dans certaines agglomérations avant l'instauration du couvre-feu. Malheureusement, il y a encore des décès qui surviennent chez des personnes très âgées, des grands obèses ou des personnes souffrant d'un diabète sévère, d'hypertension artérielle grave, de maladies cardio-respiratoires ou rénales qui sont déjà invalidantes. Ces personnes à risque sont parfaitement identifiées. Les mesures sanitaires devraient donc être ciblées pour les protéger, les dépister, les traiter le plus tôt possible dès le début des symptômes par l'hydrochloroquine et l'azithromycine, dont l'efficacité et l'innocuité sont largement confirmées si l'on donne le traitement précocement. Et je continue en courrier. Beaucoup de décès auraient pu être évités. Or, on a dissuadé les médecins généralistes et les gériatres de traiter. Dans ce contexte, continuer à persécuter nos enfants derrière des masques inutiles, cela reste incompréhensible. Je continue. Écoutez bien. Toutes ces mesures sont faites pour que les Français réclament un vaccin. Or, quel est l'intérêt d'un vaccin généralisé pour une maladie dont la mortalité est proche de 0,05%? Aucun. Cette vaccination de masse est inutile. De plus, les risques de la vaccination peuvent être plus importants que les bénéfices. Le plus inquiétant est que de nombreux pays, dont la France, se disent prêts à vacciner dans des semaines qui viennent, alors que la mise au point et l'évaluation de ces produits se sont faites à la va-vite et qu'aucun résultat de l'efficacité et de la dangerosité de ces vaccins n'a été publié à ce jour. Nous n'avons eu le droit qu'à des communiqués de presse
de la part des industriels fabricants qui leur a permis de faire flamber leurs actions en bourse. Voilà. Effectivement, j'ouvre une parenthèse, on n'a aucun vraiment communiqué scientifique. Moi, j'ai vu qu'il y a eu des essais sur 34 personnes, et en fonction d'essais sur 34 personnes, on va vacciner des millions de personnes. Oui, c'est un truc de fou, quoi. Alors, je continue sa lettre. Écoutez bien, soyez très clair, parce que le terme vaccin est impropre. Le pire est que les premiers vaccins qu'on nous propose ne sont pas des vaccins, mais des produits de thérapie génique. On va injecter des acides nucléiques qui provoquent la fabrication d'éléments du virus par nos propres cellules. On ne connaît absolument pas les conséquences de cette injection, car c'est une première chez l'homme. Et si les cellules de certains vaccinés fabriquaient trop d'éléments viraux, entraînant des réactions incontrôlables dans notre corps, il pose la question. Les premières thérapies géniques seront à ARN, mais il existe des projets avec ADN. Normalement, dans nos cellules, le message se fait de l'ADN vers l'ARN, mais l'inverse peut être possible. Dans certaines circonstances, d'autant que nos cellules humaines contiennent depuis la nuit des temps des rétrovirus dits endogènes intégrés dans l'ADN de nos chromosomes. Ces rétrovirus domestiqués qui nous habitent sont habituellement inoffensifs, contrairement au VIH, qui est le rétrovirus du sida par exemple. Mais ils peuvent produire une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse, capable de transcrire à l'envers de l'ARN vers l'ADN. Ainsi, un ARN étranger à notre corps et administré par injection pourrait coder pour de l'ADN tout aussi étranger et s'intégrer ensuite dans nos chromosomes. Vous voyez, il peut y avoir des incidents qui fassent que ça remonte jusque dans notre corps par lui-même, dans nos chromosomes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit ? Le professeur, il existe donc un risque réel de transformer nos gènes définitivement. Il y aurait aussi la possibilité, par la modification des acides nucléiques de nos ovules et spermatoïdes, de transmettre ces modifications génétiques à nos enfants. Les personnes qui font la promotion de ces thérapies géniques faussement appelées vaccins sont des apprentis sorciers et prennent les Français et plus généralement les citoyens du monde pour des cobayes. Nous ne voulons pas devenir, comme les tomates ou le maïs transgéniques, des OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. Un responsable médical dans des laboratoires pharmaceutiques a déclaré il y a quelques jours qu'il espérait un effet de protection individuelle, mais qu'il ne fallait pas trop espérer un impact sur la transmission du virus, donc sur la dynamique de l'épidémie. Donc c'est bien là un aveu déguisé qu'il ne s'agit pas d'un vaccin, c'est un comble. Le professeur Perron continue, je suis d'autant plus horrifié que j'ai toujours été en faveur des vaccins et que j'ai présidé pendant des années des instances qui élaboraient la politique vaccinale. Aujourd'hui, il faut dire stop à ce plan extrêmement inquiétant. Louis Pasteur doit se retourner dans sa tombe. La science, l'éthique médicale et par-dessus tout le bon sens doivent reprendre le dessus. Voilà. Et donc c'est signé le chef du service des maladies infectieuses, Christian Perron, maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Garches. Voilà. Ça c'est un courrier qui est sorti, il me semble, tout de suite fin novembre. Voilà. Et en représailles, Christian Perron, tu n'es pas d'accord avec le gouvernement, boum, on va te saquer, on va te supprimer ton poste de chef de service et on va te supprimer ta possibilité d'enseigner. Et voilà. Et puis alors quand vous apercevez que Jean Castex ne veut pas se faire vacciner, ah oui, parce que je n'ai pas le droit d'être prioritaire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je ne figure pas dans les publics prioritaires déterminés par la Haute Autorité de Santé. Et les ministres, si les ministres étaient vaccinés en priorité, on pourrait considérer que c'est un passe-droit. Non, mais vous inquiétez pas, on ne vous en voudra pas si vous vous vaccinez. Non, c'est bon. Voilà. Enfin bon... C'est incroyable. Donc, dès que vous commencez à parler de vaccins, d'avoir des éléments différents, il y a un débat. Chacun peut apporter aussi sa pierre à l'édifice. Mais bon, vous apercevez qu'il y a des gens qui sont partis liés avec les laboratoires, qui génèrent des millions et des millions et des millions de bénéfices. D'ailleurs, regardez, le Remdesivir, je crois que le coût du traitement, c'est 2 000 €. Et pour rien faire, pour vous abîmer les reins, et il semblerait que le prix de revient soit inférieur à 5 €. Donc on avait calculé, on multipliait le prix de revient par 400. Et bien oui, avec ça, comme ça, l'action, elle monte, et puis vous pouvez donner
50 000 euros, 100 000 euros à des grands professeurs qui viennent parler sur les plateaux de télévision. Voilà. C'est ainsi. C'est ainsi. Et puis donc, rappelez-vous que notre cher Emmanuel Macron nous indique qu'il y a un racisme au niveau de la police. Mais enfin, est-ce que c'est la faute aux policiers et aux gendarmes si les malfaiteurs ou les terroristes interpellés n'ont pas la bonne couleur? Je voudrais quand même rappeler que il est normal de contrôler des personnes de couleur. Pas parce que... pas par racisme. Et je vous explique. Je vous ai dit la dernière fois qu'on avait 1 million de migrants clandestins qui n'ont pas les papiers. Donc, vous voyez des gens, on voit qu'ils ne sont pas blancs, donc on peut penser qu'ils viennent d'Afrique, du Maghreb, de Syrie, de Tchétchénie. Enfin bon, vous voyez au niveau du faciès que ce n'est pas des Gaulois ni des Anglais. Bon, c'est un fait. On sait qu'il y a pratiquement 1 million de personnes sans papier. Donc déjà, vous voyez des personnes qui sont un peu douteuses, vous voyez qu'elles sont en transit, etc. Vous contrôlez les papiers de ces personnes. Il y a quand même beaucoup d'attentats qui sont faits par des personnes qui sont en transit. Okay. Certains meurtres sont faits par des Français qui ont été islamisés, si vous voulez, convertis. Mais une grosse partie, ce sont des personnes qui, comme le dernier, qui venait de Tunisie, qui est passé par l'Italie, qui est arrivé en France. Bon, il est naturel, peut-être quand même, de contrôler des personnes comme ça, qui sont en transit, qui peuvent être un peu douteuses. Bon. Malheureusement, on sait très bien que aussi le trafic de drogue, des vols, des agressions, etc., sont faits par des personnes qui sont issues de l'immigration pour certaines raisons. C'est pas leur faute, hein, parce qu'ils étaient dans des mauvais quartiers, donc du coup, voilà, hein, on va dire ça, ils ont plein d'excuses pour être voleurs. Bon, vous savez très bien que vous arrêtez des personnes, il y a déjà eu 20, 30, 40 interpellations pour des histoires de trafic de drogue, de choses comme ça, de vol, d'agression, de guerre de gang. Hein, quand vous avez des jeunes qui meurent avec des coups de Kalachnikov dans les banlieues, notamment de Marseille, et qu'après on voit les mamans pleurer, oui, mais leur enfant faisait du trafic, vous apercevez que ce n'est pas des gens issus de nos campagnes gauloises, mais que ce sont des personnes qui vivent dans des quartiers où peut-être la tentation est plus grande, on est d'accord, mais bon, qui vivent, nous voyons journellement des jeunes d'une vingtaine d'années rouler dans des super belles voitures, et c'est pas avec le RMI qu'ils ont pu se payer des BM à 50, 60, 100 000, voire même plus. Hein. Vous voyez des voitures comme vous pouvez voir à Monaco. Hein. Donc c'est avec l'argent du trafic. Hein. Bon. Et donc, si vous apercevez les statistiques des personnes qui sont emprisonnées, vous apercevez que beaucoup sont issus de l'immigration. Hein. Il y a peut-être en France 15% de personnes issues de l'immigration, avec papier français ou sans papier français, hein, issues, mais en fin de compte, si vous visitez une prison, vous avez 50, 60%, voire plus. Voilà, hein, c'est inversement proportionnel. Voilà. C'est un constat, c'est pas de dire je vais juger que tous les personnes issues d'immigration sont des trafiquants. Ne me faites pas dire hein, ça. C'est pas tous des trafiquants, c'est pas tous des terroristes. Mais il y a une part plus importante dans cette tranche de population. C'est un fait scientifique, c'est une statistique. Hein, ok. Moi, je connais 2 infirmières qui sont marocaines. J'en ai une qui vient s'occuper de ma maman. Eh ben, elle est infirmière. Sa sœur est médecin. Je crois que l'autre est opérateur de radiologie. Hein. Et puis, le frère n'a pas voulu poursuivre, et lui, il est chauffeur de voitures particulières, genre Uber, etc. Avec une maman, donc ils ont fait des études assez poussées, avec une maman qui ne sait pas parler français. Le papa se débrouillait. Etc. Donc, vous voyez, je ne vais pas dire
Je ne dis pas du mal de toutes les personnes, c'est en discutant avec cette personne, en disant, ouais, non mais moi, j'habitais Neuville-sur-Saône, j'ai fait ci, j'ai fait des études, ma maman bien me dit, ne dépend pas d'un garçon, ne dépend pas de ton mari, fais des études, travaille. Vous voyez, ce sont des gens qui ont su s'imprégner de la culture française, même sans parler français, des idées modernes, en disant, une femme ne doit pas défendre de son mari, si ma fille peut faire des études à l'école, si elle a la volonté de faire des études, qu'elle fasse des études, et voilà, et elle est devenue infirmière, l'autre est devenu médecin. Voilà. Bon, ben alors là, l'immigration, d'accord, parce que ce sont des gens, même s'ils pratiquent leur religion tranquillement dans un coin, etc., ce sont des gens qui se sont mis à la page, et voilà, et qui ne viennent pas vous enquiquiner avec un voile, un machin, un truc, je ne vous dis pas bonjour, je ne vous serre pas la main, je ne vous parle pas parce que vous êtes un homme. C'est tout. On est en France, bon, ben, elles se comportent comme des Françaises, et puis voilà. Donc, je répète, dans une tranche de la population, effectivement, statistiquement, il y a plus de personnes qui sont louches, qui ont des activités, parfois par la force des choses, hein, mais quand le fait d'être guetteur vous ramène 3 000 € par mois, simplement pour prévenir si la police passe dans le quartier, eh ben c'est mieux que... Enfin, c'est mieux. Ça rapporte 3 fois plus que d'être au SMIC dans une usine. Hein. Il y a encore des boulots au SMIC, il faut les trouver. Donc, c'est statistique, c'est comme ça. Donc, effectivement, les policiers vont trouver les personnes qu'on va dire de minorités voyantes, noires, basanées. C'est une qualification, voilà, les personnes sont comme ça, et on sait qu'elles viennent de minorités, et il peut avoir peut-être une personne sur 3 ou sur 4 qui est un peu douteuse, je vous dis, relative à l'immigration, les papiers, ou à des actes délictueux, voilà, des délits, c'est tout. Alors que peut-être dans la population gauloise, si vous voulez, il va peut-être avoir une personne sur 20 qui va commettre des délits, qui va faire des choses qui ne sont pas correctes. C'est tout. Moi, je ne porte l'opprobre sur personne. C'est une constatation, c'est tout. Donc, évidemment, quand vous êtes dans des quartiers où il y a du trafic et tout, où il y a aussi des petits blancs qui viennent acheter leur chichon, hein, on est d'accord. Hein, parce que s'il y a des vendeurs, il y a aussi des consommateurs. Et dans les consommateurs, parfois, ça peut être des gens de bonne famille, hein, qui ne font pas de délit, mais qui vont acheter leur drogue. Vous voyez, je veux bien tout prendre en compte. Hein. Mais donc, il y a de l'offre, il y a de la demande, et voilà. Et ben, c'est comme ça. Ben, dans les quartiers, vous voyez des gens qui, toute la journée, sont au bord du trottoir, voire assis sur une chaise, hein, et puis attendent le client pour vendre leur petite dose. Ben, c'est normal que vous les contrôlez. Vous dites, attends, le gars, toute la journée, il est là, c'est qu'il a une activité louche. Si vous dites qu'il ne faut pas les contrôler, ben donc, en fin de compte, ce n'est pas la peine de chercher à assurer la sécurité et l'intégrité des personnes et des biens. Voilà. Bon, écoutez, hein. Et bon, on verra ce qui nous pond Macron. Mais bon, c'est encore des bêtises, vous voyez. Allez, on va continuer cette journée de lundi. Je vous souhaite une bonne semaine. On reste à l'écoute. Merci en tous les cas pour les échanges. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc ce pauvre professeur Perron, écoutez, on va voir ce qui va se passer. S'il va y avoir une mobilisation. Mais enfin, vous voyez... dès qu'on veut parler contre l'oligarchie, automatiquement, il cherche à vous saquer. Hein. Enfin, bon. Allez, sur ce, merci, partagez, abonnez-vous, allez, faites un maximum pour faire connaître ma chaîne. Je vous remercie, je vous salue, je vous embrasse. Allez, à bientôt, au revoir.